défi énorme et on va interroger le sens même de ces différents projets. Messieurs, parlons de notre thématique centrale, Conseil constitutionnel finalement incompris ou simplement redouté. Franck Carlin, mention, vous l'avez constaté, le Conseil constitutionnel n'a pas eu beaucoup de peine à vider le contentieux post-électoral. On a eu l'impression que les gens sont allés juste par formalité. Jean-Jacques, avant de reparler aux questions, permettez que je... Tu veux te connecter à nouveau? Une mise au point importante pour moi. Quand tu m'as envoyé le sujet, je me suis rappelé de ce qu'avait dit un des hommes politiques que je ne voudrais pas nommer. Il avait dit dans un média camerounais que la liberté d'expression s'arrête là où il y a menace existentielle de la sécurité nationale. Comme pour dire que j'invite tous nos concitoyens à ne pas s'opposer de manière violente, brutale, à la proclamation des résultats, quel qu'en soit le vainqueur. D'accord. C'est important. D'accord. Parce que s'opposer de manière brutale, de manière violente, c'est un acte anticonstitutionnel, anti-républicain. Et cet homme politique, il se pourrait que sa voix porte. Ce qui fait que si on s'en tient à ces propos, je pense qu'on devrait se conformer aux résultats qui seront donnés. Ça, c'est important. Et le deuxième élément, quand vous avez envoyé le sujet, je me suis rappelé d'une prière qu'avait faite un haut commis français. Il avait prié Marianne de préserver tous les juges des jugements impartiels. Il s'agit bien entendu de Bernard Debré. Bernard Debré, ancien député, ancien président du Conseil constitutionnel en France. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que quand vous occupez une fonction régalienne, votre impartialité peut plonger en fait la nation dans le chaos. Et ça nous donne de convoquer justement la question de la séparation des pouvoirs, Jean-Jacques. Est-ce que dans nos pays africains, les pouvoirs ou alors les institutions sont-elles véritablement libres? Est-ce que ceux qui sont à la charge de nos institutions roulent véritablement pour... Est-ce qu'elles sont libres? Est-ce qu'elles peuvent être libres alors, dans nos contextes? Oui, est-ce qu'elles peuvent vraiment être libres? Oui. Moi, je me pose une question ces derniers temps. Pourquoi ne pas penser à un mécanisme qui voudrait que le président, par exemple, du Conseil constitutionnel ou alors les responsables majeurs en charge des institutions comme ELECAM soient portés à la tête de ces institutions de manière démocratique? Parce que je ne sais pas si vraiment, quand vous êtes nommé peut-être par un chef de l'État, êtes-vous suffisamment constitué afin de prononcer un jugement, un verdict qui serait défavorable à cette personne? Ce sont des questions que je me pose. Oui, il faut poser des questions, mais il faut dire, mais c'est des gens assermentés. Lorsque vous prenez fonction, vous prêtez serment. Ce serment a un sens. Oui, vous prêtez serment, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, Jean-Jacques. C'est pourquoi tout à l'heure je disais que, dans la réalité, quand vous êtes responsable d'une institution, vous devriez vibrer à la fréquence de l'État comme personne morale. Le fait que vous vibriez à la fréquence de l'État comme personne morale vous donne la grande capacité d'avoir des jugements impartiels. C'est-à-dire que vous n'êtes pas au service d'un clan, au service d'une figure, ou alors au service d'un visage. Mais on se rend compte en Afrique que, la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Et c'est ce qui parfois... Est-ce que l'Afrique n'est pas victime d'un construit? Dans nos têtes, en africain, on pense toujours qu'une fois qu'on a été nommé, on ne peut plus jouir de son indépendance. On a quand même des cas qu'on peut citer où les gens ont montré qu'ils sont... C'est la raison pour laquelle j'insiste ces derniers temps sur un point. Il y a un narratif dominant qui nous a été imposé. Ce narratif, c'est lequel? C'est le fait de croire que l'argent et tout ce que cela procure, c'est le bonheur. Vous garantit la sécurité, la stabilité. Ce qui fait que quand vous êtes porté à la tête d'une institution, ce que vous protégez très souvent, le plus, sont les retombées. Vous voyez, dès lors que ce sont vos retombées que vous protégez, il devient très très difficile pour vous de prendre des décisions qui sembleraient menacer en fait ces avantages-là. C'est ça en fait, c'est un construit, c'est un narratif que nous devons déconstruire. Les fonctions électives, Jean-Jacques, ou bien même nominatives, je me rends de plus en plus compte que ce sont des fonctions sacerdotales. Ça veut dire qu'on doit être très conscient du fait que l'on n'est pas nommé pour être au service de soi ou alors de sa famille, mais on est au service du peuple.
au service de la population. Parce que dans le fond, quand on parle de l'État, c'est ce même État qui apparaît également au travers des populations. L'État n'apparaît pas simplement au travers des hauts dirigeants, il apparaît au travers des populations. Donc si vous êtes au service justement de l'État comme entité morale qui apparaît au travers de cet ensemble, vous pourrez prendre de manière impartielle des bonnes décisions favorables à la construction d'une nation stable. D'accord, bienvenue. Il y a des gens qui ont décidé de ne pas aller au Conseil constitutionnel parce qu'ils se disent que ça ne vaut pas la peine, le résultat est connu d'avance, ces gens sont nommés par le président de la République et qu'il n'y a pas de raison qu'ils prennent des décisions qui soient contraires à l'avantage du président de la République. Est-ce que ce n'est pas en se limitant à ce genre de pensée que nous-mêmes on vide les institutions de leur sens? Exactement, Jean-Jacques. Et avant de répondre à la préoccupation, permets-moi de préciser peut-être à l'encontre de tous les téléspectateurs d'Info TV. Le Conseil constitutionnel, il est créé en 1996. Et il est mis en œuvre dès 2018 et il a commencé à travailler. Et depuis 2018 que le Conseil constitutionnel travaille, je pense que le commun des Camerounais peut être d'avis qu'il fait du très bon boulot. Je vais le dire pourquoi, parce que on ne doit pas limiter le Conseil constitutionnel simplement sur l'élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel est compétent certainement en matière constitutionnelle, mais il est l'organe régulateur des institutions de l'État. C'est lui qui régule les institutions de l'État. Il est chargé, par exemple, de veiller sur la constitutionnalité des lois, décrétés et accords internationaux. C'est lui qui veille sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale du Sénat. C'est également lui qui s'occupe des conflits d'attribution qui peuvent intervenir entre les institutions et l'État, entre l'État et les régions. Donc, le Conseil constitutionnel est chargé de l'élection présidentielle, il proclame les résultats, l'élection parlementaire et même des consultations référendaires. Il a un ensemble de rôles. Et ça, il faudrait que les Camerounais le sachent. Lorsqu'on voudrait le limiter simplement à la proclamation des résultats d'une élection présidentielle, c'est une partie de son rôle. Ce qui est très important que nous sachions, c'est que sans loi, nous nous retrouvons dans l'état de nature. Et le Conseil constitutionnel est là pour veiller à ce que toutes les lois soient respectées dans un État. Même les traités et accords internationaux qui sont ratifiés par le président de la République au niveau de notre pays. Le Conseil constitutionnel doit veiller à ce que ces traités et accords internationaux ont ou entrent dans le cadre de ce que nous appliquons au Cameroun. C'est très important. Et lorsque le Conseil constitutionnel a toujours siégé, je crois que nous avons vu tous, depuis 2018, qu'il essaye et fait son travail en toute impartialité. Alors le problème, est-ce que le problème c'est parce qu'on ne connaît pas fondamentalement ses missions? Les gens attendent à ce que le Conseil prenne des décisions, sortent du cadre qui est prévu par le code électoral, deviennent le juge criminel, prennent des cas de fraude avérée et jugent les auteurs de ces présumées fraudes. Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas en train de laisser le Conseil constitutionnel dans le cadre de ses missions qu'on a l'impression que justement ça ne sert à rien? Et justement, ceux qui pensent qu'il ne sert à rien, je crois qu'ils se trompent, parce que avant-hier, ils pensaient que le Conseil constitutionnel servait à quelque chose. Si nous rentrons à l'élection de 2018, ceux qui aujourd'hui pensent que le Conseil constitutionnel ne sert à rien ont donné les arguments et des arguments de poids pour justifier que le Conseil constitutionnel a sa place dans un État. Alors il est hors de question que lorsqu'on est passé de l'autre côté, qu'on commence à dire qu'il ne sert à rien. Le Conseil constitutionnel n'applique que la loi. En appliquant que la loi, il ne se base que sur les lois, le code électoral. Et nous savons, ça a été dit par un éminent professeur, je ne vais pas citer son nom ici, les sentences du Conseil constitutionnel, ce sont des dogmes. Lorsque c'est dit et que le droit a été dit, on applique. Et ceux qui sont là-bas, nous pensons que la majorité des décisions qui sont prises au Conseil constitutionnel sont justifiées. Si vous avez observé, toutes les décisions sont d'ailleurs motivées, c'est prévu par la loi. Si vous avez observé le contentieux qui s'est ouvert avant-hier, vous avez vu que la majorité des décisions qui étaient prises étaient avec des fondements légaux. Et le Conseil constitutionnel continue de faire ce travail dans le cadre de ces fondements légaux. On ne peut donc pas vouloir entrer dans l'état de nature parce qu'on estime que ses intérêts sont bafoués. Non. Quand le Conseil constitutionnel a été mis sur pied, il est mis sur pied avant le processus.
Et toutes les parties prenantes du processus connaissent que les résultats seront publiés au Conseil constitutionnel. Toutes les parties prenantes le connaissent. Alors on ne peut pas s'engager dans un processus électoral et par après dire que non, nous n'irons pas au Conseil constitutionnel parce que nous estimons que ceux qui y sont ne sont pas impartials. Jean-Jacques, il n'y a pas de risque zéro, quelle que soit l'activité que nous menons dans la vie. Tout à l'heure, Franck a parlé de... Il aurait souhaité que les membres peut-être de l'ECAM ou du Conseil constitutionnel soient élus. Mais même lorsqu'ils sont élus, s'ils doivent être redevables à quelqu'un, ils seront redevables à leurs électeurs. Donc il n'y a pas de risque zéro. Ce que nous savons, c'est que depuis sa mise sur pied, les éminentes personnalités qui y sont choisies en fonction de certains critères. Ce sont quand même de hautes personnalités de la République qui se sont engagées à servir ce pays et qui, par-dessus tout, prêtent serment. Comme Jean-Jacques a dit, lorsqu'on a prêté serment de servir le peuple, ce n'est pas un amusement. Ne prenez pas ça comme un geste à la légère. Lorsqu'on prête serment de servir le peuple, ça veut dire qu'on ne dira que le droit pour le bénéfice du peuple. Et ce droit qui est dit, il y a des fondements légaux sur lesquels on s'appuie. D'accord, le conseil agit sur pièce. Bonsoir à vous et à votre panel Jean-Jacques Zé. Nous n'avons pas de conseil à donner aux citoyens par rapport à la proclamation des résultats. Vous n'en avez pas. Les autres en ont. Si vous n'avez pas de conseil à donner, commencez par donner à la maison. Dites à vos enfants d'éviter d'aller à la casse. Ce n'est pas, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, la proclamation des résultats des élections de l'État et l'ECAM et le Conseil constitutionnel vont certainement apprécier la qualité de leur travail à la suite des 10 résultats. Si le travail a été bien fait, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Emmanuel Nomo Mbala. Alors, Emmanuel, peut-être que le parti politique, le candidat que vous soutenez, il doit pouvoir vous dire que s'il était représenté à la commission de recensement des votes, il connaît le résultat de l'élection. Il connaît déjà. Ce qu'on attend lundi là, c'est la proclamation officielle. Tous les candidats ont le résultat. Et le vrai résultat, parce qu'ils ont été aux commissions communales, ils ont été aux commissions départementales, ils ont été à la commission de recensement des votes. Et l'ECAM a reçu ces pièces-là. Et tout le monde la connaît, le résultat. Bonsoir. Notre ami en veste blanche donne un seul exemple où le Conseil constitutionnel, à défaut de se déclarer incompétent, a retoqué l'État, car de la liste électorale nationale devrait-il se déclarer incompétent sur ce cas de la liste Ateba Nkwaban qui revient sur ces aspects-là. La question, elle est bien notée. Qui sont les conseillers techniques de Camtel? On reviendra dessus vers la fin, parce qu'il y a encore beaucoup de messages relativement à Camtel. Ce Conseil constitutionnel, avec tout ce que le RDPC vient de citer, ne sait pas qu'aujourd'hui, qu'il y a des directeurs généraux qui ont déjà fait plus de 9 ans. C'est la même réaction de notre Assemblée nationale ou du Sénat. Merci pour votre contribution, monsieur. Le Conseil constitutionnel n'est ni incompris ni redouté. Il est simplement plus pris en compte par les Camerounais depuis l'élection de 2017 ou 18, où ça a été transmis en direct et où la loi a été malmenée devant les yeux de tous et avec le refus de la candidature de Maurice Kamto. Ils sont trop faux de ce côté-là. C'était ça l'avantage de la retransmission en direct du contentieux. Bonsoir, monsieur Zé. Au Cameroun, le Conseil constitutionnel est irrecevable. C'est de cela qu'il s'agit. Sim Jean, je voulais interroger le sociologue Abakar Mefiré. Est-ce que ce n'est pas finalement un problème de sociologie? Les Camerounais redoutent pratiquement toutes les institutions étatiques. Jean-Jacques, vous faites bien de le dire. En réalité, c'est une psychosociologie collective qui est justement formée sur la base d'un certain nombre de faits. Nous l'avons relevé tout à l'heure. L'évolution de notre société l'a consacrée aujourd'hui comme cette société de suspicion généralisée. Vous allez constater que sur presque tous les sujets, les Camerounais sont divisés. Il se dit que dans toutes les nations, il y a quand même des sujets qui arrivent à un moment à fédérer les esprits et les cœurs. Mais pour ce qui est du Cameroun, on peut relever que depuis le lendemain des indépendances, d'ailleurs, une bonne partie des Camerounais a déjà intériorisé, a été formé dans cette logique. C'est que depuis le lendemain des indépendances, une petite nomenclature, un petit bloc historique
a pris la République et avec tous les avantages qui vont avec et les a confisqués et tend justement à faire ce que Bourdieu appelait la reproduction sociale. Oui. Et c'est ça qui fait que au fil des années, le développement n'est pas identique, mais il y a comme de nouvelles stratégies de redéploiement, justement, de la pérennisation de ce modèle de société. C'est justement ça qui fait que, un peu comme un héritage colonial, vous savez que la plupart des Africains et des Camerounais en particulier ont un esprit de ce que le colon avait un esprit de diviser pour mieux régner. Et c'est Samir Ami qui estimait que la plupart des gouvernants de l'Afrique postcoloniale sont des héritiers du colon. Ils sont arrivés avec les mêmes logiques, diviser pour mieux régner. Ce qui fait que, on fait bien de le dire, le véritable problème, c'était un problème éminemment social parce que, parlant des institutions, nous avons deux blocs de Camerounais qui sont constitués et qui s'opposent radicalement. D'un côté, des Camerounais qui estiment que nous sommes dans une république et que les forces doivent rester à la loi, les institutions sont républicaines, elles marchent très bien. Et de l'autre côté, ceux qui estiment que, alors que dans la République, les institutions devraient être impartiales et impersonnelles, beaucoup pensent au Cameroun, les institutions sont personnalisées, que les institutions sont à la gloire d'un individu ou alors du bloc historique qui se pérennise. C'est ça qui fait que aucune, surtout en l'état actuel, parce que nous avons dit, d'un point de vue historique, on va voir que avec l'évolution, les années qui se suivent, avec des périodes qu'on peut délimiter, cet état d'esprit s'est redéployé. Donc, au moment où nous parlons, Jean-Jacques Zé, vous avez une bonne partie des Camerounais qui estiment que au Cameroun, il n'y a pas d'institution républicaine, que les institutions sont là justement pour pérenniser ce que l'autre appelait le gouvernement de la mêmeté, le gouvernement perpétuel. Donc parce qu'il faut justement, le bloc historique veut à tout prix se maintenir par tous les moyens. Donc la logique de construction de ce gouvernement perpétuel, ce sont des institutions qui sont personnalisées et qui... Mais le risque à Baka Mefire est justement que les gens ne vont pas chercher les missions d'une institution et restent à la maison avec ce construit et condamnent cette institution-là sans aller vers combien ont lu les missions du Conseil constitutionnel. Quelqu'un nous dit par exemple que, bonsoir tout le panel, dites au monsieur du RDPC là qui n'a rien à dire, il y a aussi ça, c'est aussi ça l'intolérance qui n'est pas une bonne chose en démocratie. Nous savons que le RDPC a volé comme toujours avec la complicité du Conseil constitutionnel. C'est par exemple ce que le message dit. Le Conseil constitutionnel volerait à quel niveau dans le processus électoral tel qu'il est fait, puisqu'il reçoit les pièces qui viennent des instances qu'on a citées, la commission communale, la commission départementale et la commission nationale de recensement des votes. Ceux qui sont allés au Conseil constitutionnel, la plupart des recours ont été rejetés pour défaut de qualité, parce qu'il y a des présidents de partis politiques qui ne savent pas que je n'ai pas qualité à saisir le Conseil constitutionnel, mais ils sont allés. Pourtant, l'article 132 du Code électoral, alinéa 2, je crois, c'est comme ça le dit de mémoire, vous dit qu'il peut saisir le Conseil constitutionnel, mais il y a quand même des gens qui sont partis sans avoir qualité et ils ne veulent pas que Clément attend la dise irrecevable. Oui, si vous permettez, Jean-Jacques, vous faites bien de le relever. Tout à l'heure, vous avez donné un peu le processus électoral pour que ceux qui nous suivent comprennent que le Conseil constitutionnel n'est là que pour appliquer un processus qui a commencé. Si certaines personnes récusent le Conseil constitutionnel aujourd'hui, ces personnes devraient commencer par récuser leur propre candidature à la dite élection. Parce que leur candidature à la dite élection a été validée par le dit Conseil constitutionnel. Là-bas, c'était bien. Mais maintenant, les résultats partent, vous avez bien fait de le préciser, de la commission communale, départementale, régionale, la commission nationale de vote a siégé, a compté. Et les Kamnak a acheminé un document au Conseil constitutionnel qui, sur la base de la loi, applique cette loi et proclame les résultats. On ne peut donc pas dire que le Conseil constitutionnel est partial. Le Conseil constitutionnel est à la fin d'un processus et étant à la fin de ce processus, il n'attend que le travail qui vient des différentes autres instances. Non, pas seulement à la fin, elle a été aussi au début. Voilà, même au début, même lors de la validation des candidatures, je l'ai dit tout à l'heure. Si on ne peut pas accepter les résultats qui sont issus de la proclamation par le Conseil constitutionnel, on devrait d'abord
refuser d'être candidat à la dite élection. D'accord, on va avancer. Jean-Jacques, le Conseil constitutionnel est l'organe chargé, selon notre constitution, de donner le résultat final. Alors, nous devons accepter cette décision parce que c'est notre loi qui le déclare. Nous devons le comprendre. Alors, cela doit être compris par tous les Camerounais. Paul Fils et Lundu, sur le Conseil constitutionnel, vous avez su le contentieux post-électoral. Les recours qui ont été introduits là-bas ont presque tous été rejetés pour les motifs qui sont connus. Défaut de qualité pour les uns, délai fort clos pour les autres, parce qu'il y a quand même des gens qui ne savent pas qu'il y a un délai pour déposer des recours. Il y en a même qui sont allés dire qu'ils viennent parce qu'ils ont été inspirés par Dieu. À partir de ce moment, quand Clément Atengana décide que c'est irrecevable, on trouve qu'il ne servent à rien. Non, en fait, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'Africains qui nous regardent et beaucoup de Camerounais qu'on comprenne aujourd'hui ce que disait le président Obama il y a quelques années, que nous devons avoir des institutions fortes en lieu et place des hommes forts. Aujourd'hui, ça signifie qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel que nous y sommes, ce sont des institutions fortes qui stabilise un pays. Vous avez d'un côté des camps qui s'affrontent, le RDPC qui revendique une victoire. Vous avez de l'autre côté le FSNC qui revendique la victoire de l'autre côté. Le RDPC ne revendique pas la victoire. Je suis en train de parler, vous me laissez parler. La proclamation de... Non. Permettez quand même qu'il précise. Permettez qu'il précise. Jamais revendiqué une victoire. La proclamation de... Laissez-moi parler, je vais parler. D'accord, on est d'accord là-dessus. Je dois aller à... Non, le temps, juste à dire que le RDPC n'a jamais revendiqué la victoire, mais il attend la proclamation de résultats. Il y a certains militants du RDPC qui ont revendiqué. Est-ce qu'ils engagent? Est-ce que ça engage le RDPC? Ça n'engage certains militants. Est-ce que ça engage? Non, on a le communiqué. S'il vous plaît, il faut qu'on s'entende. Le RDPC attend, il y a des voix officielles. Est-ce que la voix officielle du RDPC a revendiqué une victoire? Je vais dire ceci. Je vais dire ceci. On va y arriver. Laissez-moi parler, je vais dire ceci. Que d'un côté, vous allez parler calmement. Allez-y. D'un côté, on a ceux du FSNC, il y a ceux du RDPC. Et la Cour constitutionnelle devient donc un arbitre. Parce que dans un pays, c'est l'institution qui juge à la fin qui a raison, qui n'a pas raison. Donc je voudrais dire à tous ces acteurs politiques qui ont bien signé le pacte avant d'aller aux élections, le code de bonne conduite, qui permettait d'aller et d'accepter les règles du jeu. Et il est inadmissible qu'au cours d'un jeu, parce que connaissant le contexte actuel, qui est un contexte sensible, électrique, parce que le contexte n'est pas électrique maintenant. Vous vous souvenez, il y a presque 1 an, 6 mois, c'était électrique, où il y avait des appels à ce que le président de la République ne se présente pas aux élections. Tous les corps, presque la plupart des corps, y ont les mais il s'est présenté. Aujourd'hui, ceux qui sont allés à les élections, comme ce sont des acteurs politiques, ils flirtent un peu avec ce contexte de tension pour pouvoir manipuler une bonne partie de nos compatriotes aujourd'hui pour pouvoir dire que l'institution auquel ils ont fait confiance, au moment où ils partaient pour candidater, pour gouverner au destiné de ces Camerounais aujourd'hui, n'est plus crédible. Au cours d'un match, je n'ai jamais vu un match où on arrive à stopper un match pour dire qu'on change l'arbitre. Parce que l'arbitre, là, on sent que l'arbitre, on laisse d'abord l'arbitre jusqu'à la fin. Il y a une requête pour dire que cet arbitre n'a pas été impartial par les décisions qu'il a eu à prendre. Je voudrais donc dire à nos compatriotes que la Cour constitutionnelle joue pleinement son rôle. Et que la Cour constitutionnelle n'existe que depuis... La Cour Conseil constitutionnel. Je veux dire, le Conseil constitutionnel, la Cour, c'est un autre niveau. Le Conseil constitutionnel, autant pour moi, joue son rôle. Et n'a que peut-être quelques années. Parce qu'il faudrait dire que c'est une institution judiciaire. Et l'institution judiciaire ne fonctionne qu'avec la jurisprudence. Et c'est une institution jeune, née en 2018, qu'on ne peut pas déjà balayer du mise en œuvre en 2018. Mise en œuvre en 2018, qui existe depuis la Constitution de 1994. Parce qu'avant, la Cour suprême a exercé en lieu et place de le Conseil constitutionnel. Et à cette époque-là,
les élections avaient été annulées, notamment les législatives, dans certaines circonscriptions, dans le Vouri-Est. Oui. Donc il y avait déjà... Au profit, c'était le RDPC qui était donné vainqueur, et la Cour suprême a siégé. On avait annulé ces élections-là pour celui qui demandait si ces institutions ont déjà pris une décision en faveur de l'opposition. Il faut se référer à l'histoire. Il faut se référer à l'histoire, et l'histoire des faits juridiques, c'est la jurisprudence. Ça veut dire que l'institution Conseil constitutionnel n'a pas vécu pour déjà arriver à une conclusion pour dire que nous ne pouvons pas faire confiance à cette institution. Il faudrait qu'elle fasse 2, 3, 4, 5 élections, et qu'on tire à partir de ces élections-là la quintessence des décisions qui ont été prises dans le fond et sous la forme, et qu'on tire des conclusions. Mais là où nous sommes, je pense que la plupart des compatriotes ne savent même pas tout souvent le rôle de certaines institutions. Alors je voudrais vous prendre là, vous êtes journaliste. Oui. Est-ce que l'un des problèmes ne relève pas de l'absence de communication qui permettent justement aux Camerounais de savoir à quoi servent toutes les institutions, notamment sur la chaîne électorale? On a eu un débat sur la proclamation des résultats. On a dit que c'était aujourd'hui, et puis finalement le Conseil a annoncé que c'était lundi. On a l'impression qu'il n'y a pas une communication même qui permette aux gens de comprendre comment, quel est son rôle et comment ça fonctionne. Voilà pourquoi c'est une question pertinente. Voilà pourquoi moi j'ai souvent dit que sur nos plateaux de télévision, les experts qui y sont souvent viennent pour des bruits. Ils ne viennent pas enseigner, ils ne viennent pas sensibiliser les populations. Parce que vous allez voir, ces experts, soit on arrive à s'insulter, soit on arrive à la bassesse, et à la fin, celui qui est à la maison n'apprend rien. Ils sont devenus des maîtres experts ou intellectuels en matière d'insultes. C'est un peu ça qui est un problème aujourd'hui. Je le disais dernièrement qu'il faudrait que nous-mêmes, on fasse l'autocensure, nous journalistes. De qui on doit inviter sur le plateau? On invite celui qui a même d'apporter un plus pour celui qui nous écoute à la maison. Parce que je regardais l'interview dans une chaîne concurrente hier sur le contentieux post-électoral. On a interrogé l'avocat de l'ECAM, qui a dit qu'ils avaient des choses qui étaient des choses vraies, mais les moyens, en droit, on dit les moyens, ça veut dire que l'infraction a 3 éléments: juridique, matériel et psychologique, ou bien intentionnel. Mais si vous voulez dire que justifier un fait, vous dites que non, l'ECAM a faussé une élection, vous n'avez pas les preuves, les moyens que l'ECAM a faussé une élection, mais vous êtes dans une autre infraction, qui est la diffamation. Parce qu'on ne peut pas venir crier que non, toi là tu as volé, sans pouvoir ne pas apporter un élément matériel et justifier sur le plan de la loi sur quel article du code qui condamne le vol. Et c'est ça, il faut éduquer nos compatriotes. Ils ne savent pas ça. On ne peut pas, parce qu'à un moment donné, certains n'y sont pas allés au niveau de la commission départementale de recensement de vote pour pouvoir venir s'asseoir peut-être au niveau du recensement national pour un paria et afin repartir pour manipuler. Non, on doit arriver à responsabiliser les compatriotes à travers une communication qui permet que nous renforçons nos institutions. Et ça part de ceux qui veulent gouverner. Parce que, attention, je voudrais dire que M. Paul Biya n'est plus là pour longtemps. Il ne peut pas aller au-delà des lois de la nature. Ce pays nous appartient. Et si aujourd'hui ça se fait, nous ne devons pas manipuler nos concitoyens, à les casser pour rien. Parce que, attention, mais M. Tiroma a atteint 35%. Si ce n'est pas les chiffres qui nous viennent du... Si c'était vraiment dans une histoire où, je vais dire, une mascarade, mais on aurait pu bombarder les chiffres de 90%, et déjà même d'avance, on aurait disqualifié tous ces candidats. Et aller avec deux ou trois autres candidats qui viennent, par exemple, légitimer un processus. Mais nous sommes dans une élection qu'il faut crédibiliser à travers le respect des institutions qui organisent. Et dans le fond, après une élection, que ces acteurs se retrouvent et qu'on puisse. Et voilà pourquoi moi je me dis aussi que cette confiance doit être travaillée par l'organe qui dirige le pays.
D'accord. Ça veut dire que dans le fond, quand on a fini, on va vers une réforme consensuelle de ces institutions pour qu'elles puissent atteindre l'efficacité et pour renforcer le degré de protection qu'ont besoin et améliorer le degré de confiance qu'ont besoin les populations au sein de ces institutions-là. Et moi, je suis plus tenté pour aller vers la chute, je suis plus tenté pour mon confrère, le confrère Mansour, qui parlait d'un conseil constitutionnel où les juges sont élus pour plus de crédibilité. Parce qu'aujourd'hui, quand ils sont nommés, il y a des membres du RDPC qui sont nommés. Il y a ceux qui ont plutôt longtemps célébré les décrets présidentiels et ils sont là-bas. Et ça pose un problème de crédibilité. Mais on ne va pas prendre les extraterrestres pour venir diriger ces institutions. Ce sont les Camerounais. Et puisqu'on a choisi d'y aller, il faut faire donc confiance. Mais dans le cas des réformes, il faut aller vers ces réformes qui permettent de renforcer le crédit de ces institutions et que nos populations aient confiance. Pour l'heure, il ne faudrait pas que... Parce que les Camerounais, la plupart qu'on a interrogés, ils sont allés parce qu'ils ne veulent plus ce régime actuel. Et maintenant, c'est des candidats qui sont allés flottent donc sur cette institution, ce qui permet que parfois, ils sont allés même jusqu'à penser que même les institutions ne sont plus, ne fonctionnent plus normalement. Ils fonctionnent avec une main derrière pour pouvoir maintenir un individu. Et aujourd'hui, ceux des candidats qui accordent du crédit à ces institutions voient pratiquement leur tête mise à prix. C'est une façon de parler. Jean-Jacques, j'apprécie énormément votre manière de travailler qui, ma foi, est recommandable aux autres journalistes. Sur le thème, je dirais que le Conseil constitutionnel est impartiel. Le jeu se déroule bien en aval, c'est-à-dire au niveau de la commission communale, entre autres, et les CAM. Et en amont, le Conseil constitutionnel proclame les résultats des PV qu'il a sur la table. Les PV sont modifiés durant les premiers jours avant la transmission Bekono Mimboman, enfin Bekono depuis Mimboman, qui dit qu'il ne faut pas aller chercher du côté du Conseil constitutionnel s'il y a des fraudes. C'est un peu plus loin lorsque les PV sont remplis ou transmis. L'histoire politique récente du Cameroun, c'est aussi l'interdiction faite à un citoyen de se mouvoir librement sur le territoire. Et vous voulez trouver, je ne sais pas trop, Richard de Libreville. C'est quelle histoire du citoyen qui est interdit de se mouvoir sur le triangle national? Le modérateur, si nous allons faire confiance au constitutionnel, dites aux journalistes, là, comment lui il a fait pour avoir les 35% de Issa Tiroma Bakari. Il a dit que si ce qui se dit, ça va être vrai. Oui, sur la commission nationale. Mais on rappelle qu'à niveau de la commission, les candidats étaient représentés. Oui, donc ils ont déjà le résultat. Nous faisons pas la commission même n'est pas intelligente. Voilà, il y a des gens qui étaient qui entraient là-bas, des observateurs, et ils ont ces résultats-là. Bonsoir. Très bon questionnement sur le Conseil constitutionnel. Je voudrais vous dire que tous les hauts commis de l'État nommés par le président de la République lui prêtent allégeance. Donc pour moi, le acte ne saurait être impartiaux. Bref, d'après ce que j'ai vu, voilà, Sylvain Onana, depuis Okola, vous parliez des réformes tout à l'heure. Peut-être qu'une élection pourrait permettre, mais au Cameroun, on a vu des maires qui sont élus, qui le lendemain changent de casquette, vont faire allégeance à quelqu'un d'autre. Oubliez même qu'ils ont été finalement élus. C'est une question profonde de mentalité et de responsabilité des nommés ou des élus. Oui, Jean-Jacques, c'est la raison pour laquelle il faut d'ailleurs interroger la pertinence psychologique des électeurs. Voyez-vous, qu'est-ce qui détermine le choix de l'électeur? Le choix de l'électeur se détermine par son intérêt personnel ou alors par l'intérêt collectif. Parce que ça, il faut le dire. Parce que ce sont nous, les populations, qui émettions des choix. Nous faisons des choix vis-à-vis des personnes, vis-à-vis des figures. Qu'est-ce qui détermine en fait ces choix? Est-ce que c'est parce que celui-là est de mon village ou alors parce que j'estime que avec celui-là à la tête du mairie, j'aurai un marché, ainsi de suite. Vous voyez, ce sont des éléments qu'il faut dégager pour convoquer la responsabilité citoyenne. Et un autre élément important, Jean-Jacques, je ne voudrais pas passer sans m'appesantir un peu là-dessus. Vous avez parlé tout à l'heure du doute des populations vis-à-vis des institutions.
tout à l'heure, je me suis posé tout un tas de questions à savoir si ce doute est rationnel ou irrationnel. Je pense que pour la plupart du temps, le doute, il est irrationnel. Pourquoi, Jean Jarzé? Parce que si vous allez dans le fond, vous vous rendez compte que ce doute-là est créé par les avides de pouvoir, par les leaders d'opinion, précisément les leaders d'opposition. Ce sont eux qui créent ce doute. J'en veux pour preuve le fait que Jean Jarzé, la plupart des populations camerounaises font preuve d'un déficit de culture politique extraordinaire. Oui. Déjà qu'un pays de 30 millions d'habitants, les élections passées, on avait 6 500 000 et il y a eu combien? 3 500 000 qui ont voté. Oui. Un taux d'adaptation important. Et cette année, nous sommes à 8 millions. Combien de personnes ont voté? On est vraiment à un taux d'abstention assez élevé. Les premiers chiffres parlent de plus de 52%. Voilà, c'est l'un des indicateurs du déficit de la culture politique. Sur quoi repose donc l'interprétation de ces populations par rapport à la pertinence des institutions? Ça repose en fait sur quoi? Vous voyez très bien que ce sont des interprétations qui sont fabriquées, qui sont orientées par les avides de pouvoir. La preuve en est que on a aujourd'hui des hommes politiques, je pense que ça a été dit là, en noir sur blanc par l'un des intervenants, qui aujourd'hui caricaturent ces institutions. Or, ce sont ces mêmes individus qui célébraient ces institutions hier. Vous voyez? Donc, en fait, ce doute-là, ce n'est pas un doute en réalité qui est rationnel. Il n'est pas rationnel. Il est fabriqué, il est construit de toutes pièces. Et nous n'en avons pas besoin. C'est pourquoi j'attire encore l'attention sur la pertinence psychologique de nos populations. Il est bien sûr vrai que Jean Jarzé, c'est également ceux qui sont au sommet de la pyramide étatique qui ont la charge de construire cette pertinence psychologique. Mais en même temps, on a comme l'impression que l'objectif ici, c'est de laisser les populations dans leur ignorance pour pouvoir facilement également les gouverner. Ouais. Vous voyez, pour s'appuyer sur ces populations ignorantes, pour se positionner. On a vraiment comme cette impression. Et puis sortir dans le problème du Cameroun est essentiellement identitaire. Je pense que c'est une question de moralité, de mentalité qu'il faut traiter, qu'il faut soigner. Parce que quand on parle par exemple de l'ECAM, du Conseil constitutionnel des lois, mais qui font ces lois? C'est la mentalité. Vous voyez, si la mentalité individualiste, il est clair que la loi sera taillée sur mesure en fonction justement de l'intérêt de ceux qui ont la charge justement de penser alors de structurer cela. Donc c'est cette mentalité qu'il faut interroger et qu'il faut traiter. Et c'est un fléau qui ne peut pas se faire du jour au lendemain, qui ne peut pas se traiter du jour au lendemain. Patrick de Strasbourg, bonsoir monsieur Zé. Pour notre instruction, après le verdict par le Conseil constitutionnel, est-il possible d'y revenir? Oui, j'annonçais déjà hier le retour de façon profonde sur les thématiques qui vont nous permettre de comprendre cette élection. Si on s'y lance maintenant, les gens pourraient nous coller des étiquettes. Après la proclamation des résultats, on examinera justement le processus électoral dans notre pays, les bons et les mauvais points de ce processus électoral, le doute qui plane sur certaines institutions, la qualité des candidats, les phénomènes observés pendant cette élection présidentielle. On a plusieurs thématiques qu'on a déjà programmées, qu'on abordera profondément après la proclamation des résultats. Parce que Patrick de Strasbourg dit qu'il n'y a malheureusement pas la VAR pour que l'on parle d'arbitre ou de foot, sauf qu'il y a l'histoire et la jurisprudence en matière de justice. Il y a la jurisprudence qu'il faut jamais oublier. Aussi, pour les candidats qui ont reconnu leur défaite, n'est-il pas une proclamation des résultats aussi? Patrick de Strasbourg, ouais, vous voulez que Ateki Kasson, par exemple, dise quoi? Qui ne reconnaissent pas aussi sa défaite tranquillement. Bonsoir Jean-Jacques. Même aux États-Unis, les membres de la Cour suprême sont nommés par le président des États-Unis. Faisons confiance à nos institutions. C'est Ambroise de Mbalmayo qui nous prend fort opportunément aussi cet exemple-là pour dire que c'est aussi les mentalités de ceux qui sont choisis. Salut Jean-Jacques Zé. Oh monsieur du RDPC, comment veux-tu que les gens aient confiance quand le président du Conseil ait assisté à une réunion qui a abouti à une motion de soutien au président à la veille des consultations à Mara? Mais lui, il s'est excusé, non? Il a dit que lui, il était au comité de développement. Parce que les motions de soutien, parfois, sont des pièges. Vous partez à une réunion, vous signez la fiche de présence, où on a par exemple invité les élites et les forces vives d'une région. Oui. Vous allez en tant qu'élite et membre de ces forces vives d'une région. À la fin, vous ne savez pas qu'il y a une motion de soutien
qui est en train d'être préparé. Et puis on agrafe la liste de présence, où voilà, signataire, ça sort à Cameroun Tribune le lendemain, vous devenez signataire d'une motion de soutien, alors que ce n'était pas l'objet de cette réunion-là. Abakar Mefiré, même quand on lit les messages qui viennent de l'étranger, il y a l'exemple des États-Unis, qui dit que les juges de la Cour suprême sont quand même nommés par le président de la République. Est-ce que ce n'est pas le comportement de la ressource? Quelqu'un nous disait tout à l'heure que le doute est davantage accentué parce qu'on voit l'épouse de Clément Atangana, qui est du R, et souvent aux côtés même de la première dame. Voilà. C'est pour ça que Jean-Jacques Zé, surtout en ce moment... Et s'il va alors divorcer quand on le nomme? Il doit l'avoir divorcé. Bon. Donc dès qu'on le nomme, là, il dit, madame, vraiment, ne quitte sur ces choses-là. Jean-Jacques, en cette période, moi, j'évite d'ériger, on va dire comment, mon esprit dans les jugements de valeur et surtout le ad hominem. Il y a un paradigme en sociologie qui dit que, l'ethnométhodologie dit que seuls les acteurs ont la capacité de la comptabilité. Donc là, les questions de rationalité, aujourd'hui, sont débattues. Est-ce que la rationalité telle qu'elle nous a été présentée par le cartésien Descartes peut être aujourd'hui développée dans un modèle universel? Il faut écouter les acteurs parce que nous disons qu'en ce moment que nous jugeons de très délicat, il faut aller vers ce qui peut être positif. Parce qu'au-delà de tout, tout ce qui peut aller dans un sens non souhaité ne sera pas mauvais seulement pour quelques personnes. De ce point de vue, nous pensons que l'approche pédagogique consiste à parler des faits. Et il faut laisser aux acteurs leur capacité de la comptabilité. Si, nous l'avons dit, une bonne partie des Camerounais, nous n'avons pas l'unité de mesure pour dire s'ils sont majoritaires ou pas, ont perdu confiance dans les institutions. Nous pensons qu'il faut faire quelque chose dans ce sens. C'est-à-dire travailler justement dans le sens de la nécessaire rupture objectivante pour que nos institutions soient objectives. Parce que Jean-Jacques, nos petits esprits clivants et partisans que nous pouvons avoir ne va rien enlever dans l'esprit d'une bonne partie des Camerounais qui pensent que ELECAM, le Conseil constitutionnel sont des succursales. Mais bienvenue à dire quelque chose de fondamental. Ceux qui traitent de tous les noms d'oiseaux, ces institutions aujourd'hui, étaient du côté où on les appréciait hier. Et rabrouaient tous ceux qui osaient se prononcer négativement sur ces institutions. Aujourd'hui, ils ont changé de camp parce que nous pensons que c'est même ça qui nous plonge dans ce modèle d'étouffement qui fait qu'à la fin, on parle de rationalité, les solutions qui peuvent être apportées sont ignorées. Si nous faisons des débats de personnes, justement, je pense qu'à la fin... C'est des acteurs, des acteurs importants, dont les points de vue comptent dans la lecture de la situation actuelle. Si vous avez un candidat à l'élection présidentielle qui applaudissait des deux mains ces institutions, ne trouvait pas à redire, et aujourd'hui, devenu candidat, trouve que ces institutions sont une catastrophe et proclame les résultats qu'ils avaient condamnés hier, l'attitude qu'ils avaient condamnée hier. Est-ce que ce n'est pas là, justement, la manipulation à outrance qui peut nous entraîner à ce qu'on observe aujourd'hui? Jean-Jacques, dans le modèle d'analyse qui c'est, nous pensons qu'il faut écouter davantage, en ce moment précis surtout, les groupes, et comme nous avons dit, aller vers ce qui peut construire. L'unanimisme n'est pas toujours possiblement de l'ordre du construit, mais au moins on dit, si dès qu'on parle du développement d'un peuple, il s'agit de l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble ou du moins de la majorité. Et en ce moment, à partir du moment où nous observons, tout à l'heure le frère parlait, a pris l'image du football, vous avez une bonne partie des acteurs qui pensent que aller ou ne pas aller, c'est dans la logique du système qui veut également se maintenir à tout prix. C'est-à-dire que vous ne partez pas, on va vous dire que la politique de la chaise vide. Les gens vous disent que vous êtes très fort depuis des années. On vous dit que comme vous êtes le Real de Madrid, permettez qu'on ait un organe consensuel. Là, en ce moment, vous allez justement... Mais vous choisissez des gens qui ont déjà une coloration. Vous-même, vous venez de le dire. Le président du Conseil constitutionnel a sa femme qui est députée RDPC et ça fait débat, sans prendre position, sans dire que X ou Y en ce moment, c'est ce que nous, à titre personnel, nous évitons. C'est donc ça le pas bien le fait de procès d'intention. On a des partis, c'est un procès d'intention. On a des gens dans la famille, chacun est dans sa chapelle. Chacun est dans sa chapelle. Même politique actuellement au Cameroun, ça ne fait pas problème. Mais une fois aux affaires, ça devient un problème. La voix...
Est-ce que le professeur Boris Kamto a retiré sa femme de l'administration? C'est tous ces débats. Voilà, mais justement, il faut que ça fasse débat. C'est ça le problème. Nous n'avons pas demandé à Boris Kamto de retirer sa femme, de demander à Issa Chiroma d'aller enlever sa fille en mariage, mais ce que nous pensons que humainement et socialement parlant, un consensus est possible. Si vous avez deux catégories d'acteurs qui disent que asseyons-nous et pensons à un organe consensuel, au moins ça nous pouvons parler intuité personnelle. Nous pensons que c'est possible d'aller vers une élection. Qu'on aille sur l'institution et pas évoquer, je veux dire que sinon on prendrait tout le monde serait plus au piège parce que les enfants se marient entre eux, on ne va pas demander aux enfants. Est-ce que ce n'est pas évoqué, Jean-Jacques? Le candidat qui a réclamé la justement, c'est le discours qu'il faut. Les gens ont rejeté. Il y a même sa fille qui. Voilà, c'est le discours qu'il faut rejeter. C'est pour ça que, à la fin, ça a été dit sur ce plateau, même si ça ne sera jamais angélique, tout ce qui peut être fait pour avoir des institutions plus fortes que des hommes forts, c'est notre position. Tout ce qui peut être humainement et socialement fait pour bâtir des institutions. Mais ne créons pas les divorces. Hein. Bon, je ne sais pas ce qu'on entend ici par divorce. Et je ne sais pas, au moins cela, il faut être fou à Jean-Jacques. Vous savez que d'ailleurs, en ce moment, débattre est même très compliqué. Parce que dès que vous toussez, on vous plonge dans tel camp, vous vigilez un peu, on vous plonge également dans un autre camp. C'est ça que vous redoutez alors. Et effectivement. Ça va commencer à se... effectivement. Restez le sociologue. Et c'est important. Et c'est justement cela que vous invitez. Les sociologues abordent de manière froide les faits. Vous voyez que ça semble effectivement. Soyez froid. C'est pour ça que nous avons dit que seuls les acteurs ont la capacité de la comptabilité. C'est pour ça que le sociologue est sur le terrain et il écoute les acteurs. Et nous avons dit ici que personne ne peut nier qu'en l'état actuel, vous avez deux catégories d'acteurs. D'ailleurs, quelqu'un d'autre l'a dit, c'est parce que c'est ma voix, qu'à l'heure où nous parlons, nous divisons sur votre plateau, Jean-Jacques, il y a deux camps qui revendiquent chacun la victoire. Non. Ça peut être considéré comme dur. D'accord. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Il va ajouter, vous allez parler, il y a du temps pour cela. C'est bon. Et effectivement, Jean-Jacques, personne ne peut nier que alors que nous parlons des institutions, il y a des acteurs de la scène sociopolitique camerounaise qui continuent de penser que le candidat Issa Chiroma Bakary a gagné. Vous-même, vous l'avez dit, c'est pas caché. La Commission nationale des recensements des votes ne travaille pas, on va dire, dans les casiers. Donc, on peut dire que demain, lundi, il y aura proclamation officielle, mais les données sont déjà connues. C'est-à-dire qu'on peut prendre, c'est partout, Jean-Jacques, que 53,66 et 35,19. On peut donner les scores de chaque candidat en l'état actuel sans avoir violé les lois de notre République. Mais nous continuons de voir que cette logique de suspicion généralisée et de division persiste jusqu'à l'heure où nous parlons. C'est là où on attendait le sociologue, justement, sur cette logique de suspicion. Que faut-il faire pour sortir de cette logique de façon froide? Dit, Jean-Jacques, la première des choses à faire, c'est d'apporter dans chaque camp tout ce qui peut être... Non, on n'est plus dans la logique de camp. Non, Jean-Jacques, vous construire, oui. Si vous avez suivi un peu, il y a ce que l'autre appelait la volonté générale. La volonté générale, c'est que les gens, à un moment, acceptent qu'on peut être divisé, mais il y a des sujets sur lesquels les esprits et les cœurs doivent au moins être, on va dire, convergents. De ce point de vue, ce qui peut être fait pour mettre sur pied des institutions véritablement républicaines, puisque nous avons choisi ce modèle, nous disons que nous sommes en démocratie. Et en démocratie, il faudrait justement qu'à un moment, le consensus prime. Jean-Jacques, je vais sortir par là. En sociologie électorale, on dit qu'il n'y a élection que lorsqu'au bout du processus, il n'y a pas de contestation. C'est-à-dire que ceux qui ont perdu, comme on voit ailleurs, ça va être difficile de ne pas avoir de contestation de celui. Donc c'était un principe, les experts nous écoutent. En sociologie électorale, il y a un cas d'élection où il n'y a pas de contestation à la fin. Jean-Jacques, nous voyons tout le temps qu'au début, c'est souvent... Non. Est-ce qu'il y a une élection où il n'y a pas de contestation? Dans plusieurs élections, je ne sais pas moi, si vous prenez n'importe quel pays, je veux savoir. Au soir des élections, celui qui a perdu a félicité. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de contestation. Non, je ne sais pas ce que nous en... Non, il faut qu'on s'habitue à celui qu'il peut avoir des contestations, mais tout cela doit être encadré. La contestation est prévue dans la loi, mais tout cela mérite d'être encadré. Oui, une minute, je voulais dire ceci. On a vu, par exemple, l'élection où le président actuel a perdu, il y a eu une contestation, il avait contesté ces élections, mais il s'est plié à la volonté de l'organe qui gère les élections aux États-Unis. Je pense que Donald Trump, il avait contesté, il y a eu des manifestations. C'était même une contestation virulente. Mais il s'est plié aux... C'est ce que nous sommes en train de dire.
On peut contester, mais qu'on reste républicain. Absolument. C'est ça que nous sommes en train de D'accord, d'accord. Le débat, la rue n'a pas une solution. Les institutions sont là pour réguler, pour stabiliser. Si nous ne voulons pas d'institutions, nous disons que les gens ne partent pas aux élections. Mais une fois qu'on est parti aux élections, qu'on respecte les institutions parce qu'elles sont fortes, c'est elles qui garantissent ce qu'on a comme protection, comme sécurité au niveau de notre pays. Si on arrive à tenir des discours de la rue, je pense qu'on enlève ce qu'on appelle la responsabilité sociale quand on est leader. Ça veut dire qu'on ne devient pas, on ne parle pas pour soi, on parle pour des millions de personnes qui nous suivent, qui nous écoutent. Et moi, quand je viens d'abord au départ, au milieu, je réfléchis toujours, il y a des choses à dire. J'avais des choses à dire depuis qu'ils ont... Non, vous allez parler. Pour dire aujourd'hui à nos compatriotes, c'est important, on en a l'habitude. C'est important de ne pas aller à la rue parce que nous sommes engagés dans cette élection à rester dans un processus qui encadre les élections. Nous savons que la supervision, c'est les CAM. Après les CAM, tel acteur va agir, telle institution va agir. Et quand cette institution agit, voilà ce qu'on peut faire après cette institution. Mais nous ne pouvons plus à un moment donné dire que non, ces institutions ne sont plus crédibles. Que les acteurs politiques, à un moment donné, qui tiennent, je vais dire, qui sont pour moi, je l'assume, qui sont bipolaires. Qui peut dire qu'aujourd'hui, bon, parce qu'une décision va dans le sens de ses avantages, dit que oui, cette décision elle est bonne. Du moment où la décision est prise dans le sens de des avantages, il dit que non, mais vraiment, ces institutions n'allons pas là-bas, c'est la rue qui est le... D'accord, on s'est compris. Nous sommes pour les institutions. D'accord. La contestation est encadrée. Elle est prévue par les lois. C'est pour cela qu'il y a le Conseil constitutionnel et tout ce qu'on peut imaginer, où les recours sont encadrés. C'est prévu dans le code électoral. Donc ce n'est pas une mauvaise chose que de contester, mais contester, c'est en suivant justement ce que prévoient les institutions pour que votre contestation soit crédible. Ce n'est pas une affaire des réseaux sociaux ou la rue. Oui. Merci Jean-Jacques. Donc, avant d'entrer de plein pied peut-être dans ce que j'avais à dire, je commencerai d'abord par repréciser ici que le RDPC n'a pas revendiqué une victoire jusqu'à présent. N'a revendiqué aucune victoire. Voilà. Le secrétaire général, s'il vous plaît, le secrétaire général du RDPC, le ministre Jean Coueté, et président de la commission nationale de campagne du RDPC, a sorti un communiqué officiel. Il est la voix la plus officielle. C'était le 16 octobre. Et dans ce communiqué, justement, il a demandé aux militants du parti d'attendre sereinement les résultats. Et il est conscient que le RDPC est le seul parti politique qui a pu se déployer sur l'ensemble de tous les bureaux de vote du territoire national. D'accord. Ça faudrait que ce soit sûr. Maintenant, au niveau de notre Conseil constitutionnel, moi je voudrais simplement dire aux sociologues, il y a un esprit qu'il ne faut pas s'aimer ou alors cultiver auprès de la population. Non, parce que c'est justement ce qui crée, ce que Franck a dit tout à l'heure, le doute. C'est ce qui crée le doute et c'est ce qui amène aussi à dire que nous avons un problème de culture politique au Cameroun. Et je crois que Franck a relevé ces deux éléments très importants. La culture politique, pourquoi? Parce que les Camerounais, nous sommes Camerounais. Nous savons que nous devons aller voter. Et lorsque nous partons voter, nous connaissons déjà, nous tous, le processus. Bon, on va pas le principe. Oui. C'est le principe. Nous connaissons. Moi, j'étais dans les bureaux de vote où les gens ne connaissaient même pas le principe, même simplement du vote. Oui. Donc, ils ne savent même pas comment on fait pour venir voter. Justement, Jean-Jacques, c'est pour ça que ces plateaux, des plateaux comme celui-ci sont très importants pour sensibiliser les Camerounais, au lieu de créer le doute. C'est très important pour sensibiliser les Camerounais. S'ils ne connaissaient pas le processus, ils ont commencé à connaître. Chaque parti doit être représenté dans un bureau de vote. Et le représentant du parti doit rentrer avec un procès verbal. Et c'est sur la foi de ce genre d'éléments palpables et concrets qu'on peut faire un comptage du résultat. Mais on s'est rendu compte que le doute est créé par certains acteurs politiques qui n'ont pas pu avoir une représentativité dans l'ensemble des bureaux de vote du territoire national. Et je l'ai précisé tout à l'heure, ces acteurs politiques qui pensaient hier que le Conseil constitutionnel était très compétent, aujourd'hui
refusent de se présenter au Conseil constitutionnel et veulent faire entendre aux Camerounais que non, le Conseil constitutionnel, c'est un organe redouté. Redouté pourquoi? Si le Conseil constitutionnel se base sur la loi pour se prononcer, et le Conseil constitutionnel n'applique que cette loi, et si nous savons, Jean-Jacques, c'est dit comme ça de façon triviale la plupart du temps, nul n'est censé ignorer la loi. Et lorsqu'on a un Camerounais, voilà pourquoi je rejoins France sur la culture politique, nul n'est censé ignorer la loi. Il faut que nous, Camerounais, apprenions. C'est l'une des grandes leçons. C'est l'une des grandes leçons de ce scrutin. Exactement. Lorsque nous allons apprendre à lire nos lois électorales, à fréquenter nos institutions, nous leur ferons mieux confiance. Pourquoi on va dire aujourd'hui qu'on n'a pas confiance au Conseil constitutionnel alors qu'on a confiance à l'Assemblée nationale et au Sénat qui font les lois? D'accord. D'accord. Oui. On verra qu'il y a des gens même qui se trompent sur le terrain de bonne foi. Oui. Elecam n'a pas un personnel. Ceux qui étaient présidents du bureau de vote ne travaillent pas à Elecam. C'est des directeurs d'école, des fonctionnaires qu'on a pris, ainsi de suite. Est-ce qu'on les a suffisamment formés? Parce qu'il y a l'article 56, il y a un auditeur, un téléspectateur qui nous le rappelle. Bonsoir le panel. Comment vous ne comprenez pas depuis des années que notre fichier électoral est faux? D'où le fort taux d'abstention à chaque élection. Pourquoi Elecam a refusé d'appliquer l'article 80 du code électoral? Je crois c'est l'article qui parle de la liste nationale. C'est un véritable problème. Et pourquoi, en plus, oui, ceci peut justifier cela. Parce qu'il y a des calculs, sur le taux d'abstention qu'il faut adosser au fichier électoral. Parce que vous avez dans un... Mais non pas du nom. D'accord. Vous avez un bureau de vote là où on a affiché 250 noms. Voilà. Dont il y a plusieurs décédés et autres, mais quand on va calculer le taux d'abstention, on aura l'impression que c'était énorme, mais justement parce que le fichier électoral, est-ce qu'il a été toiletté comme cela se doit. En plus, pourquoi Elecam n'applique pas l'article 56 du même code, d'où son impartialité? L'article 56, je vais essayer de le trouver dans ma mémoire, c'est l'article qui demande au président du bureau de vote, si un parti n'est pas représenté, de trouver dans l'assistance des gens qu'il désigne comme représentants de ces formations politiques. Alors, je peux me tromper, mais je pense que c'est cela qu'il s'agit au niveau de l'article 56. Et c'est pour cela qu'on évoquait la formation même des gens de l'ECAM qui vont sur le terrain. Est-ce qu'ils savent qu'ils doivent, lorsqu'un parti politique n'est pas représenté, trouver dans la salle des gens qui puissent représenter et consigner cela sur le procès verbal? Gigi, je pense que Elecam, ne respecte pas les Camerounais, c'est ce que vous dites Bernard depuis Douala, mais on a parlé de culture de façon générale. Vous verrez qu'après les élections, il y aura beaucoup de choses à dire de façon froide sur la conduite de cette élection. Bonsoir, Paul Gouet, trop gentil. Ces gens qui veulent fragiliser les institutions sous prétexte qu'ils ont gagné les élections sous d'autres cieux, ils seraient Serge Douala. Je pense qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Dans tous les cas, la loi est claire là-dessus. Bonsoir à tous. Sur le plateau, la rue est le bureau du peuple. Arrêtez avec les intimidations, ça ne servira à rien. Monsieur, allez dans la rue, allez vous asseoir avec vos assiettes et vos marmites, je ne sais pas, vos paraffins, parce que c'est le bureau. Non, on ne prêche pas ça ici. On ne prêche pas cela. La rue n'est le bureau de personne. Et il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle le peuple. Parce que il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle le peuple. Bonsoir. Le Conseil constitutionnel est crédible. Il y a un adage de la Cour, je cite, « Donne-moi les faits, je te donne le droit ». En d'autres termes, le Conseil constitutionnel ne juge qu'en fonction des éléments en sa possession. Il ne se limite pas aux allégations des partis, mais des éléments probants. La contestation est inhérente à la nature humaine. Al Gore a contesté les élections, mais s'est plié aux institutions face à Bush. Léa Ebako, Edouard, qui envoie ce message-là. Il est clair et qui insiste sur le rôle du Conseil constitutionnel, parce qu'on sent qu'il y a une grosse incompréhension dans l'émission du Conseil constitutionnel. Bonsoir le plateau. Dans un pays normal où il n'y a pas de fraude électorale et la corruption, on n'a pas besoin d'avoir les représentants des partis politiques pour avoir les résultats des urnes des plus marois. Non, on respecte. C'est la loi qui dit, s'il n'y en a pas, demain on viendra dire que voilà, ils ont fait dans notre dos. Et même quand on demande au président du bureau de vote de désigner, on va même vous dire qu'il a désigné que les gens d'un même parti, parce qu'il n'y a pas de contrôle. Il faut mieux envoyer vos gens, parce que vous les avez formés. Avec des mandats. Vous les avez formés, ils sont mandatés, et vous les encadrez. C'est mieux. Comme ça, bonsoir. Toute la population, voilà, je n'ai pas compris votre affaire là, David. Écrivez plus clairement. On va sortir de l'émission. Comment
je veux donner la parole à l'EPC, même si vous n'avez pas été mandaté officiellement comme communicant, vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Comment réduire le niveau de suspicion qui pèse sur les institutions? Pour réduire le niveau de suspicion qui pèse sur les institutions, je pense qu'il faut juste que les Camerounais évitent de se faire manipuler et évitent l'instrumentalisation. Et que les Camerounais essayent d'avoir une culture politique un peu plus élevée. C'est-à-dire, il faut régulièrement lire les lois électorales, il faut régulièrement apprendre sur ce qui est de nos institutions. On ne va pas comprendre ces institutions si on est toujours à distance. On ne peut pas les comprendre à distance. Il faut au moins fréquenter, il faut aller voir, il faut regarder, il faut faire de la recherche. Et c'est ça qui permet de développer sa culture politique. Parce que si on continue à rester chez soi et attendre qu'on nous écrive un message sur WhatsApp pour dire que au Conseil constitutionnel, ils ne sont pas impartials, sans fondement ni justificatif, je crois que ça participera de ce que nous dénonçons ici, à savoir l'instrumentalisation et la manipulation. Il faudrait juste que nous, Camerounais, nous essayons, de par l'amour que nous avons pour notre pays, à essayer de travailler pour lui. Alors, salut, c'est Igor depuis Souza. Je n'ai jamais vu un pays où l'opposition n'a jamais gagné des élections. Je pense qu'il faut également revoir ton histoire du pays pour savoir que l'opposition a été majoritaire à l'Assemblée nationale dans notre pays et a choisi la voie des alliances. Et voilà, et vous savez que l'opposition tape souvent dans certaines zones ici au Cameroun, l'ORDPC broie du noir au quotidien. Donc il ne faut pas globaliser tout cela. Le Conseil constitutionnel n'a pas de choix à faire. Tous les Camerounais savent qui a gagné. Moi je ne sais pas encore qui a gagné dans cette affaire-là. Alors Cyril demande que quand il parle du peuple, il s'agit même de quel peuple dans cette affaire-là? Qu'on dit le peuple, de quoi s'agit-il? De quel peuple s'agit-il? Bonsoir, le panel, le parti politique n'est pas forcément obligé d'être représenté dans un bureau de vote pour avoir le résultat exact sortir de ce bureau. Et en plus, ce parti a été bien représenté dans les 18 départements qui portent l'électorat du Cameroun. Donc, le même Elecam, non. Ce calcul d'être présent dans 18 départements qui porter l'électorat est assez compliqué. Lorsqu'on vous parle d'un fichier électoral qui peut être problématique, peut-être que vous n'abordez pas les questions comme il faut. Le fichier électoral peut-être n'a pas été toiletté. Si vous vous fondez sur cela, c'est problème. Vous avez également des déplacements et autres. Et le taux d'abstention, les gens peuvent choisir de ne pas aller voter ici. Et là, vous pensez que c'est un grand département. Et là où c'est un petit département, ils vont massivement voter. Et dans ces grands départements, est-ce que l'écart des voix, c'était quoi? On ne les a pas encore, ces écarts-là. Vous pouvez avoir gagné partout. Si c'est écart de 2 ou 3 voix et que l'autre côté, là où vous avez négligé, on a 300 voix, 600 voix et vous avez 0. Donc l'affaire des grands départements, là, on n'y est pas encore. On va peut-être y arriver. Monsieur le sociologue, comment déconstruire cette pensée qui nourrit la suspicion? Jean-Jacques, je pense que la première chose en termes de piste de solutionnement, c'est qu'il faut revoir notre contrat civilisationnel. Il faut revoir notre contrat social. Parce que le contrat social que nous avons actuellement, nous pensons qu'il n'est pas en adéquation justement avec les besoins et les problèmes réels de développement de notre société. D'ailleurs, ce modèle que nous avons choisi aujourd'hui, démocratique, qu'on le veuille ou pas, sur la base des faits, il est en débat au Cameroun. Donc, que vous le vouliez ou pas, une partie des Camerounais s'interroge, officiellement on dit qu'on est en démocratie, mais sommes-nous véritablement en démocratie? Pour répondre à cette question, nous pensons justement que, au moins pour le minimum qu'il y a à faire, il y a des réformes à faire. Même parlant des élections, précisément, nous pensons que si Elecam est contesté par une bonne partie des acteurs du domaine, parce que nous l'avons dit, ce sont des faits indubitables. Avant les élections, une bonne partie des acteurs, nous avons même suivi le président de la République dit à une responsable politique qu'il n'était pas au courant qu'ils avaient déposé
un projet qui proposait justement l'amélioration justement de notre code électoral. Nous avons suivi en direct le président parler à une actrice de la scène politique. Donc nous pensons que pour nous, il faut revoir ce qu'il faut faire, il faut reformer l'organe électoral et aller justement vers un minimum de consensus. D'accord. Pour l'organe électoral, on est parti d'ONEL 1, ONEL 2, on a ELECAM, peut-être qu'on va aller à ELECAM 2 aussi, ou 3, pour aller dans le sens de la réforme, pour dire que ce n'est pas bâclé. Il y a eu le MINAT, il y a eu ONEL 1, ONEL 2, et on est à ELECAM, on peut encore avancer. C'est cela qu'il s'agit. Les réformes. Bien entendu, Jean-Jacques, mais seulement les réformes, ce ne sont pas des démarches qui se font de manière spontanée. Ouais, ce sont des choses qui se font dans le temps. Et pour répondre précisément à vos questions, Jean-Jacques, il faut noter que la suspicion est partagée. C'est-à-dire qu'il y a une crise de confiance entre les institutions vis-à-vis du peuple et du peuple vis-à-vis des institutions. Comment est-ce qu'on déconstruit ça? Il faut outiller les populations. Des armes redoutables, il y a la clairvoyance, le discernement, dont la connaissance. De telle sorte que ces populations soient en mesure de porter leur choix sur quelqu'un qui est véritablement représentatif de l'intérêt collectif. Et vous êtes certain que lui aussi il ne pourra pas nommer quelqu'un qui est représentatif de l'intérêt individuel. Il y a cet élément-là qu'il faut souligner. Mais aussi, Jean-Jacques, il faut davantage sensibiliser. Nous l'avons déjà dit. Il faut sensibiliser les populations sur les dangers qu'elles encourent en se laissant instrumentaliser par certains hommes politiques véreux. Jean-Jacques, si ça ne dépend que de moi, le Conseil constitutionnel est important dans ce sens qu'il garantit les libertés fondamentales des citoyens. Et l'une des libertés fondamentales des citoyens, c'est la sécurité, parce que vous ne pouvez pas vous épanouir dans le désordre. Ça veut dire que le président du Conseil constitutionnel ne devrait même pas proclamer un résultat en faveur d'un candidat qui excite la jeunesse à aller dans la rue. Ou alors quelqu'un qui aurait peut-être vendu déjà le sous-sol du Cameroun pour ses intérêts personnels. On sort par là pour le fils Lundu. Comment améliorer, comment limiter ou réduire cette suspicion? Oui, pour réduire cette suspicion, il faut travailler à ce que les Camerounais aient confiance à ces institutions. Ça passe par le renforcement de la transparence et de l'équité. Ça veut dire que les décisions qui sont prises par le Conseil constitutionnel doivent frapper du sceau de l'équité, de l'équitabilité. Et ça va renforcer de plus en plus, parce que aussi, si à chaque fois il y a une résonance irrécevable, vous le dites, il y a quelqu'un qui a parlé sur un message sur le mandat des DG de nos structures, qui avait été porté par Denis Emily à Tangana. Mais nous voyons, c'est visible. Et on n'a pas besoin qu'un citoyen lambda vienne introduire. Les institutions fonctionnent de telle enseigne que le juge peut se saisir d'une affaire et clencher. Et c'est ça qui renforce la crédibilité et la confiance auprès des citoyens. Si dans un moment donné, Denis Atangana a posé ce problème et on a renvoyé irrécevable, ça fait que le professeur Viviane Ondoa tous les jours évoque le sujet. Voilà. Donc que ça devienne au niveau du commun des mortels. Pourtant, c'est l'institution Conseil constitutionnel qui est regardant sur cette affaire. Il est compétent de cette histoire-là. Mais ces DG sont là dans l'illégalité. Parce qu'ils sont là pour la constitutionnalité. Est-ce qu'on respecte la loi à limiter? Est-ce que la loi est respectée? Dans ces cas-là, ces DG qui sont là, ils doivent s'auto-saisir. Ce n'est pas un citoyen lambda qui doit aller. Et ça passe donc, c'est par là. Ils ne doivent pas se limiter sur en tant que juge électoral. Ils doivent aller au-delà. Ils ont beaucoup de missions. Là pourquoi on doit pouvoir les voir au moins les voir en action, ces différentes missions. En action, mais je pense que si le Conseil s'était déjà prononcé sur le cas de ces DG qui sont en activité. On allait dire, ben voilà. Ben voilà, aujourd'hui, ça renforcerait la crédibilité, la transparence, et ça aurait une certaine confiance au niveau des populations. C'est d'abord ça. De l'autre côté, on va sortir l'émission. Il faut impliquer les acteurs
tous les acteurs, je ne sais pas seulement les acteurs politiques, religieux, de la société civile, surtout, pour pouvoir renforcer la confiance au niveau des institutions. Ça peut se faire. Et le troisième point, qui est un point très important où je sors, c'est la gouvernance. La gouvernance, tout ce que nous avons aujourd'hui là, la conséquence, c'est la gouvernance. Nous ne voyons pas aujourd'hui. Moi, je suis un Bantou, on ne regarde pas toujours là où on... il faut toujours savoir qu'est-ce qui a fait. Il faut améliorer la gouvernance. C'est la gouvernance. Oui, et que ces institutions apprennent à communiquer utile. La gouvernance, c'est la communication, c'est la transparence. Au-delà de la gouvernance, quand même, il faut signaler que... en un mot, parce qu'on a fini. Nous devons continuer de faire confiance à nos institutions. On l'a dit. Mais ça se travaille. Nous faisons confiance au Conseil constitutionnel et attendons sereinement tous la publication des résultats. D'accord, lundi, publication des résultats. Et juste après lundi, on va se retrouver pour faire une série d'émissions leçons de ce scrutin. Et là, ce sera sans filtre, comme on dit. On ne mettra pas les gants parce qu'on a quand même noté beaucoup de choses qui n'ont pas marché pendant ce scrutin. Merci d'avoir regardé ce programme.